Dans ce palais du XVIe siècle, il vient s'exprimer devant 200 cadres et chefs d'entreprise. Ces apparitions sont toujours un événement, une forme de spectacle. Car Nicolas Sarkozy n'a pas perdu la main pour faire chavirer un auditoire acquis à sa cause. Une pincée d'agacement sur l'immobilisme français. À Abu Dhabi, où j'étais la semaine dernière, ils ont 4 nouveaux projets de musées. Nous, on met 40 ans pour pas faire Notre-Dame-des-Landes. Le type voulait construire la Tour Eiffel aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'il y ait une petite herbe particulière au Champ de Mars, hein, parce que... Attention, la petite Suédoise, elle pourrait venir, puis... Attention. Une maxime philosophique. Vous savez, c'est Mandela qui disait ça. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Non mais réfléchissez à ça, c'est malin hein, de dire un truc pareil. Et un brin de lucidité. Je lisais un livre sur la panthère des neiges. Elle vit 8 ans et elle dort 20 heures par jour. Je préfère être Sarkozy. Voilà 4 ans qu'il a quitté la politique, après son retour raté et sa défaite à la primaire. Il est donc temps maintenant, pour moi, d'apporter une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Merci. La politique lui a beaucoup donné, c'est ce qu'il pense, mais en même temps lui a beaucoup pris. Donc, je crois que sa décision a été prise déjà dans son fort intérieur depuis pas mal de temps. Alors à quoi ressemble sa nouvelle vie, loin du pouvoir? Nicolas Sarkozy, il arrive quelque part, il met la photo de sa famille, il met son stylo plume, hop, il est installé chez lui. L'homme de conquête trouve-t-il encore de l'adrénaline? On garde les mêmes goûts, on essaie de s'améliorer. Mais ce qui est important, c'est de renaître. Un ancien président devenu conférencier dans le monde entier. Et administrateur de grandes entreprises. Il a été un peu surpris hein, quand on lui a proposé. Il n'a pas dit oui tout de suite. Un retraité de la politique qui veille à conserver son titre de président. Monsieur Sarkozy, comment on sort de l'impasse dans la réforme des retraites? Comment vous m'avez appelé? Monsieur Sarkozy. Monsieur le Président, s'il vous plaît. A-t-il vraiment changé? Garde-t-il de l'influence? Ce n'est pas un parrain, mais bon. C'est toujours quelqu'un qui tire un peu les ficelles, qui les tire moins, mais qui les tire toujours un peu. Et comment se prépare-t-il à affronter 2 procès? Monsieur Sarkozy, c'est un système. Il est le meilleur avocat de lui-même. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne voyage plus dans un avion présidentiel, mais au milieu d'autres passagers. Au premier rang de ce vol Air France Paris-Toulouse, il est en déplacement officiel aux côtés du ministre de l'Éducation nationale. En tant qu'ancien président, il est protégé 24 heures sur 24. 10 agents se relayent pour assurer sa protection dans toutes ses sorties privées comme officielles. Ce déplacement est sensible car il se rend à une cérémonie d'hommage aux victimes de l'école juive Ozar Torah. Il a été invité par les familles à inaugurer une allée au nom d'un père et de 3 enfants assassinés par Mohamed Merah. Quand on me demande de venir, je viens, bien sûr. Ce qui s'est passé est innommable, inacceptable et inoubliable. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Des déplacements officiels en tant qu'ancien président, comme ici à Toulouse, Nicolas Sarkozy en effectue une 30aine par an. C'est un costume qu'il a complètement endossé. Il ne l'avait pas fait à la sortie de l'Élysée en 2012. Il ne voulait pas tellement jouer l'ancien chef de l'État à la retraite. C'est quelque chose qu'il assume mieux désormais. Pour assumer ce rôle d'ancien chef de l'État, il dispose de bureaux dans le 8e arrondissement de Paris.
Un appartement de 11 pièces et de 300 mètres carrés situé au premier étage. C'est l'appartement où vous pourriez trouver en allant voir un grand médecin ou un grand avocat parisien. Le bureau de l'ancien président n'est pas sans rappeler celui qu'il occupait à l'Élysée. Il a reconstitué dans son bureau un petit peu tout ce qu'il aime. C'est-à-dire ? C'est-à-dire son passage au ministère de l'Intérieur avec les médailles que lui ont offert tous les grands patrons de la police, son passage à l'Élysée, des photos de Carla magnifiques. Mais alors, il est très méticuleux, il est quasi maniaque. Ses affaires, c'est rangé, rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse. Ses bureaux sont pris en charge par l'État. En tant qu'ancien président, il a aussi droit à 2 cuisiniers et 7 collaborateurs. Nicolas Sarkozy s'est entouré de fidèles. Il a conservé de l'Élysée son attaché de presse, Véronique Ouaché. L'ancien préfet de police de Paris, Michel Gaudin, est lui devenu son directeur de cabinet. Nicolas Sarkozy n'aime pas beaucoup de changements. Il n'aime pas beaucoup de changements dans ses entourages, il n'aime pas beaucoup de changements dans ses habitudes, et donc il n'aime pas beaucoup de changements dans son décor quotidien. Ses visiteurs ont pourtant noté un changement chez cet homme connu pour monopoliser la parole. Autrefois, on entrait dans son bureau, et alors, même moi, il me cherchait à me convaincre. J'étais déjà convaincu, c'était pas la peine de chercher à me convaincre. Ça fait rien. Et puis ensuite, vous aviez un temps, il fallait bien utiliser son temps de parole. Mais là, il les laisse parler, il est intéressé, et les gens le sentent. Celui qui aimait s'afficher aux côtés de Johnny Hallyday a aussi ajouté au menu de ses déjeuners un sujet plus inattendu. L'entrée en matière tourne toujours autour de la littérature. Alors le dernier déjeuner, ça tournait autour de Madame de Bovary et de Guy de Maupassant. C'est assez intéressant. Au début, quand vous n'en avez pas l'habitude, vous êtes surpris. Et pour endosser la panoplie complète de l'ancien président, Nicolas Sarkozy s'est soumis à un nouvel exercice, l'écriture de ses mémoires. Il est très sensible à la trace qu'il pourra laisser dans l'histoire, donc il a décidé de sculpter lui-même sa statue et d'éviter que la moindre chose vienne un peu l'ébrécher. Passion est son livre le plus autobiographique. Et même s'il a déjà écrit 8 ouvrages, la plume chez Nicolas Sarkozy n'est pas chose aisée. D'abord, je dois passer un long moment à y penser, très long. Je peux pas m'y mettre comme ça. Et une fois que j'ai réfléchi à l'angle, je m'y mets 2h30, 3 heures par jour. 5 pages manuscrites, toujours à la main, jamais recto verso, toujours recto. Jamais je suis les lignes, toujours très serré, et après je suis épuisé. Voilà. Une manière pour l'ancien chef de l'État de rester dans la lumière, au contact des Français. Pour assurer la promotion de ce livre, Nicolas Sarkozy ne court plus de meeting en meeting, mais de librairie en librairie. Bonjour, c'est Sarkozy. C'est bonjour d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Enchanté. Bonjour. Merci. C'est un plaisir. À Neuilly-sur-Seine, la ville qu'il a dirigée pendant près de 20 ans, l'ex-président retrouve ses fans, tous nostalgiques du dernier héros de la droite. J'espère que vous allez revenir bientôt. Mais vite, parce que sinon, ça presse. Je vous aime, Monsieur Sarkozy. Ça me fait plaisir. 84 ans, la vieille. J'y ai fait la bise tout à l'heure dans la rue. À Monsieur Sarkozy. C'est vrai, je m'en souviens. Une journée exceptionnelle aujourd'hui. Faites attention parce qu'on n'a plus le droit maintenant. Hein. Ah bon, ah oui, vous allez me... C'est peut-être vous qui allez me dénoncer. Oh. Non. J'irai vous porter des oranges. C'est pour moi. Ce livre est un best-seller, vendu à plus de 250 000 exemplaires. Vous vous rendez compte, vous faites un livre, les gens le lisent, et en plus ils viennent pour vous en parler. C'est merveilleux. Ça montre quand même la profondeur d'un lien. Quand même. Ça montre que tout ce qu'on a fait, ça part pas comme de l'eau dans le sable. Ça montre quand même qu'on a des souvenirs, qu'on partage des choses.
Un succès qui flatte l'ancien président. Il suit de très près la courbe des ventes. Lui m'appelle tous les jours. Heureusement que tous les auteurs ne font pas ça. Parce que sinon, je crois que j'aurais du mal à lire des textes. Parce que si tout le monde m'appelle tous les jours pour les chiffres, je crois que d'avoir tous les jours ces nouvelles en disant « mais ça baisse pas, c'est formidable », bah, c'est une bonne dose d'adrénaline quand même, j'imagine. Merci. Au revoir. Un shoot de popularité pour celui qui a été le président le plus clivant de la Ve République. Avec le temps, son image s'est lissée. Dans un sondage en septembre dernier, il est même devenu la personnalité politique préférée des Français. Alors, Nicolas Sarkozy a souvent dit « j'ai changé, j'ai beaucoup changé », sans que les Français ne le croient. Il avait des traits d'image beaucoup plus négatifs qui existaient à côté, qui étaient ceux de quelqu'un de brutal, de dur, d'un peu arriviste. Et là aussi, les choses se sont atténuées depuis qu'il est dans une posture plus distante de la chose politique et qu'il apparaît un peu plus comme un sage, d'une certaine manière. Nous sommes une monarchie républicaine, élective, mais nous sommes une monarchie. Il demeure un vrai magnétisme des anciens monarques. Une image de sage, mais aussi un statut taillé sur mesure. Tous les anciens chefs d'État comme lui bénéficient d'une pension à vie de 6 220 € bruts par mois, de bureaux dont ils choisissent librement l'emplacement et la taille, et de collaborateurs dont ils fixent même le salaire, il n'y a pas de plafond. Une situation que dénonce René Dosière, spécialiste des finances publiques. Ce dispositif, il est tout à fait contestable. Dans un certain nombre de pays européens, les anciens chefs d'État bénéficient d'une dotation, mais plafonnée. C'est encore une originalité française. Alors quel est le montant de ce dispositif pour l'État? Et combien Nicolas Sarkozy coûte-t-il par an? Cette députée a posé la question à Matignon. Il lui a fallu 4 mois pour obtenir une réponse qui n'inclut pas les dépenses de sécurité. Pour ce qui est moyens humains et matériels, nous arrivons à 828 000 €. Il se classe comment parmi les anciens présidents? Sur la première marche du podium. 710 000 € sur l'année 2018 pour Valéry Giscard d'Estaing, qui a quitté l'Élysée en 1981. 804 000 € pour François Hollande, soit 24 000 de moins que pour Nicolas Sarkozy. Cette différence s'explique par le coût légèrement plus élevé de ses collaborateurs et de ses locaux. Mais ce statut de retraité de la politique lui suffit-il? L'impétueux Nicolas Sarkozy s'est-il vraiment assagi? Il s'est trouvé un nouveau terrain de chasse, le monde des affaires. Ce chapitre s'ouvre de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président français à s'être lancé dans l'activité de conférencier. Pour cela, il a rejoint le Washington Speakers Bureau, l'agence la plus prestigieuse au monde. Sur le site internet de la société, on peut s'offrir les services du basketteur Magic Johnson, de l'actrice Gina Davis, mais aussi d'anciens hommes d'État comme George W. Bush ou les anciens premiers ministres britanniques Tony Blair et Theresa May. Pour la France, on trouve François Hollande, dont la fiche de présentation indique un homme d'État accompli qui a conduit la France à travers les plus grandes menaces et défis du XXIe siècle. Et depuis 2012, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'un des présidents français les plus influents à ce jour et propose un tour d'horizon des enjeux les plus pressants de notre temps. Quand vous avez été président de la République française, c'est bien d'être sur le même catalogue que Bill Clinton ou George Bush ou Tony Blair, pour reparler de lui, ou David Cameron. Voilà, vous avez l'impression de rentrer dans un cénacle un petit peu de privilégiés. C'est une manière de rester dans la lumière, de fréquenter des anciens chefs de l'État, des anciens chefs de gouvernement, éventuellement, quand il se déplace dans un pays, d'être reçu par les actuels dirigeants. Donc c'est quelque chose qui lui permet de rester un peu au top. Ces conférences, Nicolas Sarkozy en donne régulièrement. La première a eu lieu en 2012, à New York, pour une banque brésilienne. Il est aussi intervenu à Doha, au Qatar, lors d'un forum pour le sport,
À Cannes, pour la multinationale indienne Tata, au Congo-Brazzaville pour le magazine Forbes ou à Séoul lors d'un forum économique. Mais c'est au Moyen-Orient qu'il donne le plus de conférences, comme ici à Abu Dhabi, où il s'exprime sur la géopolitique. Mais permettez à un ami de vous dire que l'opposition entre les sunnites et les chiites est un sujet d'inquiétude pour tous vos amis dans le monde. Je vous remercie. Ces conférences ne sont quasiment jamais filmées, pour une raison précise, selon Philippe Darbois, qui organise ce type d'intervention en France. Le fait que ce ne soit pas filmé, moi-même, Speakers Bureau, j'interdis le fait que ce soit filmé. Pourquoi? Parce que vous feriez une conférence. Voilà. Je vous vois en conférence, vous intervenez, vous êtes filmé, et votre conférence se retrouve sur le web. Votre conférence vaut 0 demain. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer l'une d'entre elles, à Montpellier, en décembre dernier. Pour le séminaire annuel d'un grand groupe français du bâtiment, son PDG, Moed Altrad, a fait venir Nicolas Sarkozy, mais aussi l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. I apologize. How are you? You look well, huh? Nicolas Sarkozy et son ancien homologue doivent s'exprimer devant quelques 400 cadres venus du monde entier. La taille du groupe justifie des intervenants de cette taille, si vous voulez. Si vous mettez à la place de quelqu'un comme Sarkozy, comme Schröder, ce sont des hommes qui sont quelque part fascinés par des réussites industrielles et commerciales de ce style. Sinon, ils ne seraient pas venus. Il est là pour donner sa vision d'ancien chef d'État. Pendant plus d'1 heure, il évoque l'OTAN, la crise migratoire, les gilets jaunes ou le Brexit. Le Brexit est une folie. Le Brexit est une erreur historique. C'est un grand malheur, c'est une grande tristesse. Cela se terminera par des divisions et des affrontements. C'est la 3e fois que Nicolas Sarkozy s'exprime devant les salariés de Moed Altrad. Vous savez, je crois que c'est très important qu'un ancien chancelier, par ailleurs socialiste, et un ancien président qui n'est pas de gauche, puissent discuter des grandes problématiques du monde. C'était un bonheur de répondre aux questions des gens qui venaient aussi du monde entier et de soutenir une entreprise française et un grand entrepreneur français. L'ancien président a-t-il été rémunéré pour son intervention? La question reste sensible. Vous étiez ici aujourd'hui à titre gracieux ou rémunéré? Je ne vous demande pas votre salaire, vous n'avez pas à me répondre et je n'ai pas à vous répondre non plus. Merci beaucoup. Les tarifs restent confidentiels. Être rémunéré en tant qu'ancien président peut être mal perçu en France. Dès lors qu'une personne a été au pouvoir, il y a la considération qui consiste à penser que finalement s'il l'a été, c'est grâce au peuple, et qu'à ce titre, il n'a pas à être rémunéré pour des responsabilités passées qu'il a eues grâce au peuple. Pour savoir combien coûte 1 heure de conférence, nous avons contacté le Washington Speakers Bureau. La direction n'a pas souhaité nous répondre, mais il y a 2 ans, en appelant au nom d'une société, nous avions réussi à obtenir des réponses. En Europe, pour le président Sarkozy, c'est 125 500 $, soit un peu plus de 107 000 €. À quoi il faut ajouter les frais pour 6 personnes. Une personne en première classe, Monsieur Sarkozy, 4 personnes en classe affaires, son équipe en France, plus une personne en classe affaires venant des États-Unis, c'est un membre de notre agence. Un tarif loin de celui des présidents américains. Barack Obama est lui payé entre 300 et 400 000 € par intervention. La nouvelle vie professionnelle de Nicolas Sarkozy est aujourd'hui beaucoup plus lucrative. Il ne l'a d'ailleurs jamais caché, son rapport à l'argent est décomplexé. C'est un type de ce point de vue un peu même américain d'esprit. Il n'a pas l'hypocrisie française vis-à-vis de l'argent. Il a toujours trouvé qu'avoir un certain train de vie, c'était légitime. Il a toujours envisagé, après son passage en politique, d'aller gagner de l'argent, d'aller dans les affaires. Une nouvelle vie. Moi, j'ai une autre ambition. Je veux montrer qu'après avoir été un politique, président de la République, on peut faire autre chose. Je veux montrer qu'on peut être un chef d'entreprise, qu'on peut être crédible dans le privé, tout dans la vie, tout ça.
Jusqu'à la fin, il faut renaître. On ne change pas. On garde les mêmes goûts, on essaie de s'améliorer. Mais ce qui est important, c'est de renaître. Pour rebondir, Nicolas Sarkozy va encore franchir une étape. 5 ans après sa sortie de l'Élysée, il accède à un nouveau cercle de pouvoir, un monde encore mystérieux pour les Français. Pour la première fois, un ancien président de la République va intégrer le conseil d'administration d'une grande entreprise française, le groupe Accor, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie. C'est au 23e et dernier étage de cette tour qu'une dizaine de fois par an, Nicolas Sarkozy siège pour décider de la stratégie de l'entreprise, aux côtés des 9 autres administrateurs et du PDG Sébastien Bazin. Je suis moi au milieu de la table, parce qu'il se trouve que je préside le conseil d'administration. Donc je suis soit du côté du mur et je regarde la vue, soit je suis dos à la vue et je regarde le mur. Il n'est pas, si la question est-il au milieu de la salle? Non. Il n'est pas au milieu de la salle, il ne l'a jamais souhaité et il est, je pense, au moins une fois sur deux, à côté des représentants du personnel. C'est lui qui a eu l'idée de proposer ce mandat à Nicolas Sarkozy, qu'il connaît depuis 26 ans. Il a été un peu surpris quand on lui a proposé. Il n'a pas dit oui tout de suite, il y a eu 4 mois de réflexion, donc ce n'était pas une décision facile pour lui, ni probablement pour le conseil d'administration. Il a recruté l'ancien président notamment pour son carnet d'adresses internationales qui facilite l'obtention de marchés. Avant qu'il arrive au conseil d'administration, je voyageais dans beaucoup de pays et je rencontrais, si j'avais de la chance, le sous-secrétaire d'État au tourisme. Depuis qu'il est à nos côtés et quand j'ai la chance de voyager avec lui, eh bien à chaque fois nous allons rencontrer le président en exercice ou le Premier ministre en exercice. Donc comprenez-moi bien, pour le groupe Accor, c'est extraordinaire que de se gagner ces 2 années qui auraient été nécessaires pour que je rencontre le président de la République ou le Premier ministre. Un ancien président peut aussi servir de rempart en cas d'attaque, selon Alain Minck. Il est sous menace d'OPA chinoise, Bazin. Tels que sont les Chinois, je ne les vois pas lancer une OPA hostile sur une boîte dont un ancien chef de l'État participe au conseil d'administration. L'administrateur Sarkozy est décrit comme studieux, mais parfois il détonne aussi, comme sur ce dossier compliqué, où il menace implicitement un autre administrateur, un homme d'affaires qatari, qui est en désaccord avec lui. Et Sarkozy lui dit, mais enfin... t'es qui, toi, pour parler comme ça? Enfin, moi, je connais l'émir, je vais lui parler de toi. Alors, les autres administrateurs trouvent quand même que c'est un petit peu pittoresque comme manière de se conduire dans ce milieu très feutré. Jamais Nicolas Sarkozy ne sera un administrateur comme les autres. Nicolas Sarkozy est-il un membre assidu? Pour plus de transparence, les entreprises du CAC 40 doivent rendre public un rapport annuel. On peut y lire le taux de présence de chaque administrateur. En 2018, pour Nicolas Sarkozy, il est de 83%. Il est dans la moyenne. Les administrateurs, par définition, sont des personnalités qui ont d'autres responsabilités à côté en général et qui ne peuvent pas être toujours libres au moment où il y a un conseil d'administration. La rémunération de chaque membre est également publique. En 2018, Nicolas Sarkozy a touché 79 563 €. L'ancien président a aussi accepté de siéger dans un autre conseil d'administration, celui des casinos et hôtels Barrière, dirigé par un ami de 30 ans, Dominique de Seigne. On est dans l'entre-soi. En vérité, ce sont des gens qui sont cooptés parce qu'on les connaît. Là non plus, il n'a pas été choisi au hasard. Pour développer la marque en Asie, Nicolas Sarkozy a accepté de jouer les émissaires à Cannes lors du festival, auprès de dirigeants d'un grand groupe chinois. Lors d'un déjeuner stratégique, l'ancien chef d'État a déployé le grand jeu avec des anecdotes présidentielles. Quand pendant le déjeuner, il raconte comment en 2010, un dîner en l'honneur du couple présidentiel a été donné, accueilli par une fanfare de l'armée populaire jouant du Carla Bruni, vous imaginez le genre de connexion que cela peut créer. À lui de conclure, je suis impatient de vous accueillir à Paris pour vous présenter la meilleure partie de moi-même, c'est-à-dire Carla.
Il aime ceux qui réussissent, il aime ceux qui prennent des risques, il aime ceux qui partent de rien et qui arrivent au sommet. Et donc que ce soit dans les affaires, que ce soit en politique, que ce soit dans d'autres secteurs, c'est des gens pour qui il a beaucoup d'admiration. Parmi les réussites qui l'ont bluffé, celle de Stéphane Courby. Ancien stagiaire de Christophe de Chavannes, il est devenu le premier producteur mondial de télévision en rachetant la société Endemol. La décision a été prise par le conseil d'administration, dont fait également partie Nicolas Sarkozy. Je me souviens quand on a commencé à regarder le dossier Endemol, donc nous on se dit on se porte intéressé à cette acquisition, mais on est 2 fois plus petit qu'eux. Donc c'est le petit qui essaye d'acheter le gros. Et chacun débat autour de ça, autour de ce sujet, autour de la table, en disant oui c'est juste, faut peut-être pas aller là. Et puis à la fin, tout le monde avait parlé, il dit écoutez, moi je vous ai entendu, je sais pas si le prix il est de 100 ou 150 ou 80, j'en sais rien. Mais ce que je sais à la fin, c'est que pour devenir numéro 1 mondial, vous pouvez prendre les dispositions que vous voulez aujourd'hui, les résolutions que vous voulez aujourd'hui. Quand il faudra mettre les 10% de plus pour l'obtenir, vous le ferez. Et c'est absolument juste. Un pur financier se serait arrêté à d'autres considérations, un pur stratégique serait allé en disant c'est capital de le faire, etc. Lui, il a eu la synthèse, donc voilà. Selon son cabinet, Nicolas Sarkozy siège dans 3 conseils d'administration. La loi fixe une limite à 5. Autre question, pour un ancien président, n'y a-t-il pas un risque de mélange des genres entre public et privé? Michel Sapin, ancien ministre de l'économie sous François Hollande, est à l'origine d'une loi portant sur la moralisation des entreprises. Est-ce que c'est la place d'un ancien président de la République? Moi, je ne le considère pas. Voilà. Parce que je considère qu'on a tellement fait pour l'intérêt général que c'est très compliqué ensuite de séparer un intérêt général passé et peut-être à venir. Il n'y a pas de conflit d'intérêt au sens juridique du terme, mais il peut y avoir un conflit d'intérêt au sens intellectuel du terme. Et c'est ce que je craindrais, moi, pour toute personne ayant eu de très grosses responsabilités et éventuellement souhaitant en avoir encore. Nicolas Sarkozy a-t-il définitivement tourné la page de la politique? Comment assouvit-il son goût du pouvoir? En coulisses, il joue un rôle inattendu. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy est attendu en terre de droite. L'ancien président est venu répondre à l'invitation de l'un de ses plus fidèles compagnons, Christian Jacob. La date de sa visite n'a pas été choisie au hasard. Nous sommes une semaine avant son élection à la présidence des Républicains. J'ai répondu bien volontiers, par amitié, par fidélité à sa personne. Pour le reste, je ne fais plus de politique, je ne vais pas le répéter encore une fois. Et je ne veux pas me mêler d'un débat interne. Mais quand vous voyez l'état des Républicains, vous en pensez quoi? Je l'ai dit, la marée, ça va et ça vient. Hein. J'en ai vu tellement. Nicolas Sarkozy est venu adouber Christian Jacob. Oui, il veut montrer que même s'il est désormais en arrière-plan, il garde toujours une influence, que celui qui est élu est un proche, est un ami. Une influence qui se mesure aux nombreuses personnes qui défilent dans ses bureaux de la rue de Miromesnil. Il y a les historiques des Républicains, les ministres de droite du gouvernement, mais aussi les nouvelles têtes du Parlement, comme ce jeune député. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans son bureau. Nicolas Sarkozy, je l'ai dit, est celui qui est le dernier à avoir remporté une élection présidentielle et qui est donc capable de pouvoir transmettre les bons tuyaux pour l'emporter et donner sa vision de la France. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, c'est toujours un passage obligé. Ah, et venir lui baiser la babouche, c'est mieux. C'est une valeur refuge, vous savez. C'est comme l'or pendant la guerre. Oh, j'ai un petit peu d'or, comme ça nous permettra de survivre. Bon, ce n'est pas un parrain, mais bon, on vient se faire adouber, quoi, en quelque sorte. C'est un peu ça. Nicolas Sarkozy est toujours celui qu'on vient voir pour essayer d'être promu, d'obtenir un poste. Et il y a beaucoup de candidats à la direction des Républicains qui sont allés le voir pour lui dire « Est-ce que tu peux parler de moi, Christian Jacob ?» etc., etc. Donc c'est toujours quelqu'un qui tire un peu les ficelles, qui les tire moins, mais qui les tire toujours un peu. Mais la liste des visiteurs est beaucoup plus large. Il voit tout le monde. Nicole Barthélémy, qui est la fromagère du 7e arrondissement, elle l'appelle, elle rendez-vous, elle est allée le voir. Voilà. Donc, il y avait des pompiers qui voulaient le voir, il les a reçus. Je me souviens, il y avait l'association, il y avait des bouchers qui voulaient le voir, il les a reçus. Ah, il reçoit tout le monde.
Et pour les politiques, cela ne se limite pas à la droite. Il reçoit une jeune génération qui n'est pas de son bord politique, qui est En Marche. Il s'en vante. Quand Benjamin Griveaux va voir Nicolas Sarkozy, il le fait aussi parce qu'il se dit que son patron à lui, Emmanuel Macron, prête attention à l'avis, au conseil de Nicolas Sarkozy. Donc c'est effectivement bénéfique pour tout le monde. Et puis, on sait très bien que Nicolas Sarkozy peut avoir la dent très dure. Et donc, si on peut l'amadouer un peu, c'est toujours mieux. Car Nicolas Sarkozy peut avoir la rancune tenace. Lors de son départ de l'Élysée en 2012, François Hollande a commis la maladresse de ne pas le raccompagner jusqu'à sa voiture. Depuis, il est devenu sa cible favorite. Il ne manque pas une occasion d'en dire du mal lors de ses sorties publiques, comme ici, où il vante les mérites du projet du Grand Paris qu'il a initié. Mais pour vous dire la force du Grand Paris, même mon successeur n'a pas réussi à le démolir. Non, mais il n'a rien fait. Bon, ça, c'est déjà pas mal, parce qu'il aurait pu... Il y a d'autres secteurs... c'est pas contenté de rien faire. Et parfois, les attaques sont plus personnelles. Ici, à Bruxelles, il ironise sur celui qui a placé sa présidence sous le signe de la normalité, sans jamais le nommer. J'ajoute que, pour moi, s'il y a un boulot qui n'est pas normal, c'est bien celui de président de la République. D'ailleurs, je suis assez réservé sur le concept de normalité. Vous connaissez beaucoup de dames, de femmes qui disent à leurs copines « Oh, j'ai rencontré l'amour de ma vie, il est vraiment normal. » Un ennui épouvantable. Ensuite, je ne suis pas sûr que si on aime la normalité, ce que je respecte tout à fait, il faille absolument choisir de devenir président de la République. Qui n'est pas le truc le plus normal qui soit. S'il a la dent dure envers François Hollande, son jugement est en revanche plus indulgent, en tout cas en public, à l'égard de l'actuel président. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron affichent même une étonnante complicité. Cette relation s'est nouée à l'initiative du nouveau chef de l'État lors d'un dîner discret à l'Élysée. 2 mois seulement après son élection, il invite Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni. Le dîner se passe dans un cadre très chaleureux, manifestement. Il s'est même beaucoup dit que Nicolas Sarkozy avait traîné un peu plus tard que d'habitude, lui qui est plutôt un couche-tôt, qui aime mettre un terme à ses dîners à 22h pour rentrer chez lui. Là, je crois qu'ils ont presque atteint minuit. Et Brigitte Macron s'est montrée très délicate, très attentionnée et presque très chaleureuse avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy répétera même après que Brigitte Macron lui a dit qu'elle avait voté pour lui, ce qui le flattera énormément. Nicolas Sarkozy trouve qu'Emmanuel Macron est aux petits soins, très respectueux de l'ancien président qu'il est. Et donc là, il se nourra dès le début quelque chose de très personnel. 22 ans les séparent, mais les 2 hommes partagent la même idée du pouvoir présidentiel et le même goût pour la transgression. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a bluffé Nicolas Sarkozy dans sa conquête du pouvoir? Ah oui, enfin, en tout cas, il y a de l'admiration. Voilà. Comment, pardon, hein, je ne peux pas manquer de respect à l'actuel président de la République, comment ce gamin arrive comme ça, dans une dernière ligne droite, à tout bousculer. Il y a une charge presque bonapartiste dans cette prise de pouvoir. Hein. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui impressionne Nicolas Sarkozy, c'est l'efficacité. Nicolas Sarkozy apprécie aussi la courtoisie d'Emmanuel Macron, qui multiplie les attentions à son égard, comme lors du décès de la mère de l'ancien président en décembre 2017. Effectivement, quand avec Carla, on va chercher la dépouille de ma mère pour l'emmener à l'église, il y a 2 motards qui sont là, qui attendent. Et c'était l'intention du président Macron. J'ai trouvé ça très gentil. Ça nous a beaucoup touchés. Et je pense que ça fait plaisir à ma mère. Parce que les motards, c'était là pour elle, pas pour son fils. Et quand même, c'est important. Emmanuel Macron, lui, sait faire plaisir à Nicolas Sarkozy. Il sait l'appeler pour son anniversaire, il lui souhaite ses vœux pour la nouvelle année, il sait lui demander des avis. Emmanuel Macron lui confie aussi des missions à la hauteur de son statut d'ancien chef d'État. En 2018, il représente la France en Géorgie pour l'investiture de la nouvelle présidente.
Même mission au Japon en 2019 pour l'intronisation du nouvel empereur. Pourquoi Emmanuel Macron fait-il cela? Est-ce qu'il y aura une volonté d'envoyer des signaux à l'électorat de droite? C'est pas anodin. Non, mais si vous voulez me faire dire que ce n'est pas totalement désintéressé, à l'évidence. Le président Emmanuel Macron a une stratégie, lui, d'étouffement de la droite et de la gauche. Ben, on l'a vu depuis le début. Emmanuel Macron souhaite avoir comme unique interlocuteur, unique contradicteur Marine Le Pen. L'histoire dira lequel instrumentalise l'autre. Mais ce sont deux politiques. Une relation gagnant-gagnant. Au plus fort de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron n'a pas hésité à consulter Nicolas Sarkozy quelques jours avant sa prise de parole. Françaises, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Pour Emmanuel Macron, c'est extrêmement précieux d'avoir un ancien chef de l'État qui sait ce que c'est l'exercice du pouvoir. Et à l'inverse, Nicolas Sarkozy, lui, se prête aussi bien volontiers à ce jeu parce que ça lui permet de ne pas être catalogué comme ce qui est sa hantise, à savoir l'homme du passé. Il reste présent comme cette espèce d'ancien président qui a encore une aura et une influence auprès du président actuel. Afin de calmer la colère des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'est d'ailleurs inspiré d'une mesure phare du quinquennat Sarkozy. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Si Nicolas Sarkozy exerce une influence en coulisses, conserve-t-il secrètement une envie de retour? Voici sa réponse. Souvent les gens me disent « Mais ne laissez pas tomber, ne laissez pas tomber ». Bon, comme je suis gentil, je réponds pas. Mais si je devais répondre, c'est vous qui me laissez tomber. Moi, je suis pas... J'aurais bien continué, pour dire la vérité. Bon, ça c'est une première chose quand même. Et puis j'ai construit une nouvelle vie. Et je suis très occupé et très heureux de ça. Donc le retour en politique, non. Pour l'instant, il ne donne pas de signe d'intérêt. Mais vous un tigre devient jamais végétarien. Bon, bah c'est un tigre. Jusque sur son lit de mort, il sera un politique. Pour ses amis, seules des circonstances exceptionnelles pourraient le ramener au premier plan. Moi, je lui dis, j'ai trouvé le slogan de ta prochaine campagne. Si c'est le chaos, c'est Sarko. Pourquoi? Parce qu'il ne peut revenir que s'il y a le chaos. Prions Dieu que ça n'arrive jamais dans ce pays. Si évidemment il y avait un drame absolu, etc., il faut 50 jours pour réélire un président, on n'a même pas le temps d'organiser des élections, même pas. Là, il n'y en a qu'un qui peut arriver comme l'homme, le sauveur du moment, c'est lui. Si son retour en politique semble très hypothétique, c'est aussi pour une autre raison. L'ancien chef d'État va devoir comparaître au tribunal. Il est mis en cause dans 3 dossiers. La première affaire date de 2012. Elle est apparue au grand jour avec les déclarations de cet homme. Jérôme Lavrieux est le premier à avoir reconnu des irrégularités sur le financement de sa campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy est alors en course pour un second mandat et lui est chargé d'organiser les meetings du candidat. Mais il fait passer le message très clairement en disant les gars, on commence la campagne, moi je veux un haut niveau de qualité. Et là tout le monde suit derrière. On a affaire à quelqu'un qui est président d'exercice. Donc le moindre haussement de sourcil, la moindre intonation de la voix est prise comme un ordre. Il exigeait toujours plus de meetings pour pouvoir remonter dans les sondages. Et dès qu'un sondage baissait, il disait « j'en veux encore un, à tel endroit, je veux quelque chose d'énorme, qui soit percutant, il faut que ça en jette, quoi. » Au total, 44 meetings vont être organisés avec un point d'orgue. C'est le travail qui crée le travail. Et on se retrouve avec l'énorme, l'impensable meeting de Villepinte. On transforme le parc des expositions en immense stade de concert. On a dit qu'il y avait 80 000 personnes, on avait 50 000, c'est déjà énorme. Presque la ville de Saint-Quentin.
Tout ça, ça a coûté des centaines de milliers d'euros. Qui travaillent et parce qu'ils prennent à ceux qui ont besoin de la solidarité nationale. Tout est un espèce de show à l'américaine. On a des drapeaux par milliers, donc comme ça n'y paraît rien, mais si on multiplie à chaque fois les drapeaux, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. La facture s'envole. Le plafond de 22,5 millions d'euros, autorisé par la loi, ne suffit plus pour couvrir les dépenses du candidat. C'est le peuple de France. Sauf qu'après, faut réparer les pots cassés, et quand il s'agit d'établir les comptes, il y a certaines parties qui ne pourront pas être mises dans les comptes de campagne, il faut trouver une solution. Et on dit, voilà, ce qui ne pourra pas être réglé par le compte bancaire de la campagne, c'est le parti qui va le régler. Un système de fausses factures est alors mis en place par la société Big Malion qui gère les meetings. Selon les enquêteurs, 20 millions d'euros vont être facturés indûment à l'UMP. En 2016, Nicolas Sarkozy est entendu. Une audience marathon, 12 heures d'interrogatoire. Devant le juge, l'ancien président nie avoir été au courant, comme il l'a toujours affirmé. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Vous ne connaissiez pas cette société? Non, vous ne saviez pas ce qu'elle faisait, quelle activité elle avait autour du parti? J'étais accessoirement président de la République et candidat. Je vous demande de croire que c'est pas moi qui m'occupais de ça. Concernant les fausses factures, le juge d'instruction va dans son sens. L'enquête n'a pas établi qu'il les avait ordonnées, ni qu'il y avait participé, ni même qu'il en avait été informé. En revanche, le magistrat estime qu'il a bénéficié du dépassement des comptes et qu'il en est responsable. Il estime en fait que le candidat a signé ses comptes. Le juge considère que quand on signe des comptes, on les adoube. C'est du financement illégal de campagne électorale. Un délit passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Malgré de nombreux recours, il n'a pas réussi à éviter le procès. Il espère en revanche faire annuler les poursuites dans un autre dossier le plus tentaculaire, l'affaire libyenne. Un scandale d'État selon Mediapart qui l'a révélé. C'est le financement d'une campagne présidentielle de quelqu'un qui va être élu président, Nicolas Sarkozy, en 2007, par une dictature, par l'argent d'une dictature. L'affaire libyenne, d'ores et déjà, dit quelque chose d'inédit de notre République. C'est une affaire absolument, évidemment, considérable, digne d'un polar. C'est une scène digne d'un film ou d'une série sur Netflix. Des valises de billets, des intermédiaires sulfureux et les accusations graves d'un dictateur libyen. Il est venu, il m'a rendu visite ici même, dans cette tente, quand il n'était encore que ministre de l'Intérieur. Il m'a demandé de l'argent, je lui en ai donné, et il est devenu président. Une terrible machination orchestrée par l'ancien régime libyen, selon Nicolas Sarkozy. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Nicolas Sarkozy, il est avocat lui-même. Donc déjà, il a une approche très précise des dossiers. Et puis, c'est quelqu'un qui mène aussi la bataille sur le front de l'opinion. C'est-à-dire, il n'hésite jamais à en parler. Au lendemain de chacune de ses mises en examen, il est allé sur les plateaux des 20h, il s'est défendu lui-même et de manière très véhémente. Ça a impressionné même beaucoup de gens à chaque fois. Il est le meilleur avocat de lui-même. Dans le dossier libyen, il est à ce jour mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Mais il y a une autre affaire où il risque jusqu'à 10 ans de prison, c'est l'affaire dite des écoutes. Elle a été mise à jour de manière un peu fortuite par cet homme discret dont il n'existe quasiment aucune image, le juge Serge Tournaire. Alors qu'il est en charge de l'enquête libyenne, il place Nicolas Sarkozy sur écoute et il va faire une étonnante découverte. Il s'aperçoit, en le plaçant sur écoute, que manifestement, l'ancien président de la République a
un téléphone qu'on appelle TOC, dans le langage un peu des voyous. C'est des téléphones qu'on achète au bureau de tabac. On l'utilise 2-3 fois, puis dès qu'on a fini, on le jette, on en utilise un autre. Ce téléphone occulte, ouvert sous le nom de Paul Bismuth, lui sert à converser secrètement avec son avocat historique Thierry Herzog. Les deux hommes cherchent un moyen d'obtenir des informations auprès d'un magistrat dans une autre procédure judiciaire, l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour abus de faiblesse, a obtenu un non-lieu, mais il conteste la saisie de ses agendas présidentiels. La Cour de cassation doit rendre une décision dans l'affaire Bettencourt concernant Nicolas Sarkozy et que Thierry Herzog cherche à savoir la teneur de cette décision en se rapprochant de ce magistrat qui est un vieil ami. Ce magistrat s'appelle Gilbert Azibert. Une conversation laisse entendre qu'en contrepartie d'informations, Nicolas Sarkozy pourrait l'aider à obtenir un poste convoité de magistrat à Monaco. Il m'a parlé d'un truc sur Monaco. Je l'aiderai. Il me dit j'ose pas demander. Peut-être qu'il faudra que j'ai un coup de pouce. Appelle-le aujourd'hui en disant que je m'en occuperai parce que moi je vais à Monaco et je verrai le prince. Une enquête est alors ouverte. En juillet 2014, pour la première fois, Nicolas Sarkozy est placé sous le régime de la garde à vue. Il est mis en examen dans la nuit, après 14 heures d'interrogatoire. Le lendemain, il exprime son indignation d'avoir été écouté. Est-il normal que je sois écouté dans mes conversations les plus intimes depuis le mois de septembre de l'année dernière? Dans le cadre d'une procédure judiciaire. Que je sois écouté, que les conversations qui sont les miennes avec mon avocat soient écoutées et diffusées en violation de tout secret de l'instruction. Il nie aussi toute tentative de corruption. Il existe une écoute qui, elle, n'a pas fuité dans la presse, on se demande bien pourquoi, où je dis à Thierry Herzog, non, je ne ferai pas l'intervention. Monsieur Azibert n'a rien obtenu, je n'ai pas fait de démarche. Où est le trafic d'influence? Où est la corruption? Dans cet extrait, il indique « Je ne lui ai pas parlé de Gilbert, j'ai réfléchi. Ça va paraître très bizarre. » Le magistrat n'obtiendra finalement pas de poste à Monaco. Le projet n'est pas du tout allé à son terme. D'un point de vue du droit, en fait, il n'y a pas besoin que l'action aille jusqu'à sa fin pour qu'il y ait des poursuites et un jugement. Malgré de nombreux recours, Nicolas Sarkozy est renvoyé devant la justice. Dans son réquisitoire, le parquet national financier fustige l'utilisation de ses téléphones occultes. Un mode opératoire le plus souvent utilisé par des délinquants chevronnés, cherchant à déjouer les surveillants judiciaires. Il sera le premier ancien président à comparaître pour corruption et trafic d'influence. À ce jour, Nicolas Sarkozy n'a jamais été condamné. Au total, il a été mis en examen dans 4 dossiers et pour l'un d'entre eux, il a obtenu un non-lieu. Cette actualité judiciaire n'aura-t-elle pas des conséquences durables sur l'opinion? C'est pas un hasard s'il a sorti un livre pour redorer son blason, faire son bilan, raconter son parcours, parce qu'il sait très bien qu'il y a un risque que les procès abîment tout cela. Quelle empreinte laissera-t-il dans l'histoire? Celle d'un président qui a su éviter la faillite de la crise financière de 2008? Celle du chef de l'État le plus poursuivi par la justice sous la Ve République? Il reste, quoi qu'il en soit, un indécrottable compétiteur. On est vélo le soir pour faire un ou deux cols comme ça juste avant de dîner. Il y avait le garde du corps. Les types, ils étaient asphyxiés. Il arrivait en haut du col, il posait le pied. Alors les gars, qu'est-ce que vous foutez? Voilà. Un type qui est capable de faire ça, il faut bien se méfier pour l'avenir. Le dernier fauve de la droite n'a à ce jour pas de successeur.